Donc, bonjour Isabelle, bonjour à Bonjour. toutes celles qui nous regardent ou nous regarderont. Donc aujourd'hui, j'explique un petit peu ce que je propose là. Je suis avec Isabelle Roskam, qui est experte internationale du burn-out parental. Pourquoi j'ai voulu interroger Isabelle, c'est pour parler donc du burn-out, parce que moi je l'ai moi-même vécu, enfin j'ai été très proche du burn-out. Je ne peux pas dire que j'ai fait un burn-out, mais j'étais franchement très proche il y a 2 ans maintenant. Et j'ai rencontré aussi au sein de mon cabinet, parce que je suis aussi psychologue et j'ai un cabinet en libéral, et dans mon cabinet, je rencontre de plus en plus de mères épuisées. Et mon envie aujourd'hui, c'était de partager l'expérience d'Isabelle sur le sujet, parce qu'Isabelle et Moira ont fait une grosse recherche sur le sujet. Donc, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire. Donc, tout d'abord, est-ce qu'Isabelle, vous pouvez vous présenter? Donc voilà, donc je m'appelle Isabelle Roskam, je suis docteur en psychologie, professeure de psychologie du développement et de la parentalité à l'université de Louvain en Belgique. J'ai par ailleurs consulté pendant de nombreuses années en neuropédiatrie et spécialement avec des parents. Et alors avec Moira, on a un laboratoire de recherche où on fait exclusivement des recherches sur la question du burn-out parental en Belgique, mais aussi en collaboration avec 45 pays dans le monde. Parce que c'est intéressant de regarder par exemple les variations culturelles de ce genre de phénomène. Et on a aussi un centre de consultation spécialisé pour les parents qui nous permet de rester connectés en fait à ce que vivent les gens et aux questions vraiment cliniques qui se posent. Et donc voilà, je suis par ailleurs maman de 5 enfants, donc j'ai une pratique personnelle de la chose. Et ça me permet aussi de rester connectée et très empathique par rapport au sujet dont on traite. Il y a différentes facettes, en fait, à la fois personnelles et professionnelles. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas fait de burn-out. Mais voilà, je peux complètement imaginer comment on peut tomber dedans. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ce que moi j'ai vécu. Hein. C'est que j'ai été très proche, j'ai pas été jusqu'à l'effondrement. Mais justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu mieux ce que c'est que le burn-out en soi? Ok, donc le burn-out, en fait, c'est un trouble du spectre du stress. Donc, c'est une maladie voilà, qui est liée au stress. Et comment ça se présente? Il y a 4 grands symptômes. Le premier, et qui est en fait celui qui va se manifester en premier, c'est un épuisement intense. Alors, c'est un épuisement qui est à la fois émotionnel, donc il y a une espèce de fatigue mentale. Par exemple, rien que l'idée qu'on va devoir s'occuper de ses enfants 24 heures de suite parce que c'est les vacances ou parce que c'est le week-end, on n'en peut déjà plus. Et cet épuisement émotionnel, il va s'accompagner d'une vraie fatigue physique. Donc, des gens vont dire, comme dans le burn-out professionnel, en fait, qu'ils ne peuvent même plus sortir de leur lit, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on est plombé. C'est vraiment une fatigue intense, l'impression d'avoir zéro énergie, en fait, pour s'occuper de ses enfants. Et puis, alors, vient derrière ce qu'on appelle une distanciation émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va continuer de faire des choses qui sont essentielles pour les enfants. Par exemple, on va leur donner à manger, les conduire à l'école, mais on n'arrive plus à s'investir en fait auprès d'eux, à être connecté sur le plan émotionnel. Donc on se met comme à distance, un peu comme une sorte de parentalité un peu froide. On n'est plus le parent connecté émotionnellement aux enfants, on n'a plus envie de s'asseoir pour écouter par exemple ce qu'ils ont fait à l'école, etc. Ensuite, ça s'accompagne d'un sentiment de saturation, de ne plus en pouvoir, d'en avoir juste assez de ce rôle parental. Et certains diront qu'ils donneraient tout en fait pour sortir de ce rôle et faire autre chose. Et autre chose qui est important, qui fait le 4e symptôme, c'est un phénomène de contraste. Donc, il ne faut pas utiliser la notion de burn-out parental, par exemple, chez des parents qui n'auraient jamais été investis auprès de leurs enfants, qui en auraient toujours eu rien à faire ou marre. En fait, il y a un phénomène de contraste parce qu'il y a le parent d'avant, celui qui a vraiment voulu bien faire, qui avait très envie d'avoir des enfants, qui étaient très investis. Et puis ce burn-out se pointe et alors il y a comme un contraste. En fait, le parent ne se reconnaît plus. Il dit lui-même, voilà, en tant que parent, je ne me reconnais plus vraiment. Et ce phénomène de contraste, l'entourage va le voir, le conjoint, les enfants aussi, de dire, c'est plus ma maman, quoi. Elle réagit plus comme avant. Et ça, voilà, c'est vraiment comme une sorte de dépersonnalisation de soi. En fait, on ne se reconnaît plus en tant que parent. D'accord. Une question qui me vient, c'est qu'est-ce qui vous a mené à faire ces études-là? C'était quoi le déclencheur en fait? Alors, le déclencheur, en tout cas, un des déclencheurs, ça a été que dans le centre de recherche spécialisé pour les parents, pendant de nombreuses années, et c'était vrai aussi quand je travaillais à l'hôpital en neuropédiatrie, mais quand les parents consultent, en général, ils viennent et ils disent « Bon, moi, j'ai une inquiétude pour un de mes enfants. » Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les enfants avec des troubles du comportement. Ils vont venir en disant « J'ai un de mes enfants qui est particulièrement difficile. » Ou « J'ai un de mes enfants qui ne performe pas bien à l'école, je suis inquiète, etc. » Et là, on a vu arriver des nouvelles demandes où des parents disaient « Mes enfants vont très bien, mais moi,
je ne vais pas bien en tant que parent. Et donc vraiment des espèces de, oui, de plaintes où l'objet en fait pour lequel ils viennent consulter, c'est vraiment en fait une souffrance dans le rôle parental. Et en les écoutant, on avait quand même cette impression de se dire, mais tiens, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on observe dans le burn-out professionnel, mais ça a l'air en fait que ces symptômes en fait sont aussi présents dans la sphère privée. Et on avait un séminaire de recherche et j'en avais discuté avec Moira. À la base, on ne travaillait pas du tout ensemble parce qu'on n'est pas du tout du même champ. Et elle avait travaillé sur le burn-out professionnel. Moi, j'étais spécialisée dans la parentalité. En mettant nos expertises ensemble, on s'est dit, tiens, ça pourrait faire du sens. Et on est allé voir un peu dans la littérature, est-ce que quelque chose existait? Alors, on s'est rendu compte que la notion avait été avancée dans les années 80, mais voilà, personne ne s'est saisi de l'affaire. Ça, c'est aussi intéressant de se dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça fait du sens et ça n'en faisait pas dans les années 80. Et puis, des recherches entre 2007 et 2014, mais exclusivement par une équipe suédoise qui s'est intéressée à des parents qui avaient des enfants très, très gravement malades. Transplantation de cellules souches, enfin vraiment des situations très graves. Et ça laissait penser que finalement, le burn-out parental, pour tomber dedans, il faut vivre une situation exceptionnelle, avec vraiment un truc où c'est insupportable en fait. Et nous, notre expérience dans le centre de recherche et autour de nous, c'était de se dire, ben, nous, on a l'impression qu'en fait, il ne faut pas spécialement être exposé à des choses incroyables pour en fait vivre ça. Et donc, on s'est dit, ce serait vraiment intéressant d'aller voir dans la population générale ce qu'il en est, et c'est ce qu'on a fait. Et là, ben, oui, c'est de la porte ouverte en fait. Et ça fait beaucoup de sens. On a eu beaucoup d'échos des personnes qui ont participé à nos études, mais aussi de la presse, parce que j'ai l'impression que c'était le bon moment pour le faire et que ça a fait écho en fait chez beaucoup de personnes. Et du coup, voilà, cet emballement et le fait qu'on ne fait plus que ça. D'accord, oui, effectivement. Et c'est ce que je constate aussi. On n'en parlait pas, avant, on n'en parlait pas du temps de nos parents, on n'en parlait pas, même comme vous dites, hein, il y a même 30 ans, on n'en parlait pas, ou peu. Qu'est-ce qui a changé finalement dans les générations d'aujourd'hui, chez les trentenaires peut-être, hein, c'est peut-être... Alors moi je dirais pas qu'on peut pas dire que le burn-out parental n'existait pas, hein, mais peut-être on l'appelait autrement. Par exemple, on parlait de surmenage. Et on a travaillé avec une historienne qui a retrouvé dans des archives d'un hôpital psychiatrique des internements de femmes pour fatigue familiale. Donc il y a quand même quelque chose, c'était fin du 19e. Donc je pense qu'il y avait quand même des choses qui ressemblaient à ça. Mais ce qui a fondamentalement changé, c'est la prévalence en fait, la fréquence à laquelle ça arrive et probablement les raisons pour lesquelles ça arrive. Donc ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui a changé? Alors, fondamentalement, plusieurs choses. D'abord, à mon avis, les rôles de genre qui ont fondamentalement changé. Donc, dans les générations précédentes, le rôle de l'homme et de la femme était très traditionnel, très défini. Bon, la femme se chargeait de l'éducation, l'homme était responsable d'amener les ressources, etc. Aujourd'hui, le rôle des femmes, il a changé, bien sûr, le rôle des hommes aussi, puisque on doit s'inventer en fait de nouveaux rôles où chacun est attendu dans les deux sphères. Et malgré tout, ça oblige par exemple à trouver des ressources en termes de coparentalité. Il faut fonctionner à deux dans l'éducation. On avait interviewé des personnes âgées sur leur parentalité au début du XXe siècle et alors les mères disaient moi, je n'aimais pas du tout quand ils venaient mettre ses pieds dans ce que je faisais avec les enfants parce que ça, c'était mon job. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on considère que la coparentalité, et donc être à deux pour élever les enfants, c'est une ressource. Mais il y a quelques générations, ce n'était pas du tout une ressource, c'était vécu plutôt comme de l'intrusion, comme si la femme ne se sentait pas capable de faire son truc. Donc les rôles de genre, ils ont changé, ça demande une adaptation. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'avec les progrès de la médecine, la procréation médicalement assistée, le contrôle des naissances, eh bien en fait, le concept d'enfant même a choisi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques décennies, on avait des enfants, ça vous tombait dessus parce que voilà, vous étiez mariés et puis vous aviez des enfants, et si vous en aviez 2, 3, 4, 10, 11, voilà, et si vous en aviez beaucoup, on pouvait même vous plaindre de vous dire au fait, mince, encore un, quoi. Aujourd'hui, c'est le concept de l'enfant choisi, c'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, ça devient l'objet d'un projet de vie. Donc, on va décider à quel âge on va les avoir, combien on va en avoir, les écarts d'âge, etc. Et moi qui en ai 5, personne ne va jamais me plaindre. Tout le monde va partir du principe que j'ai décidé d'avoir une famille nombreuse. Et quand c'est un projet de vie qu'on décide, après, on l'assume. Et donc, c'est plus du tout le même concept d'enfant que ces enfants qui vous arrivent, on ne sait pas d'où, parce que c'est un cadeau de Dieu ou que sais-je. Il y avait différentes façons de voir les choses. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'objet d'un choix et d'un projet de vie d'avoir des enfants. Ça change tout en termes de perspective de l'enfant, de responsabilité, etc. Et puis surtout, quand on les a tellement voulu, on a beaucoup travaillé avec des parents qui ont fait des procréations médicalement assistées et qui disent j'ai tellement saoulé les gens autour de moi en disant j'en veux, que maintenant, comment je pourrais aller dire en fait que je suis fatiguée et que je n'en peux plus. Il n'y a pas le droit de se plaindre, effectivement. Exact. Alors, quelque chose qui a beaucoup changé, c'est le statut même de l'enfant.
faut quand même se rappeler que fin du 19e, hein, il a fallu attendre la fin du 19e pour qu'on interdise que les enfants de moins de 12 ans passent plus de 12 heures sous terre pour travailler dans les mines. Et un siècle plus tard, on se plaint parce que nos enfants, ils ont un peu de devoirs à faire à l'école. Voilà, parce qu'en fait, pendant des siècles et des siècles et des siècles, le statut de l'enfant, c'était rien du tout. En fait, l'enfant, ça a été un adulte miniature. On attendait qu'il soit grand pour devenir une force de travail qui pouvait ramener de l'argent. Il a été considéré parfois comme un objet du malin qu'il fallait rééduquer. Mais bon, le statut de l'enfant, ce n'était pas grand-chose, en fait. Mais au cours du XXe siècle, en raison de différents facteurs, des guerres mondiales, etc., il va y avoir une observation de l'enfant qui est différente et l'enfant va être conceptualisé comme un être avec des besoins spécifiques qu'il faut protéger. Et donc, création de l'ONU, création de l'UNICEF, Déclaration universelle des droits de l'enfant, et ça c'est récent, c'est 89, hein, c'est pas très très vieux. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette déclaration? On va dire que l'enfant est un être de droit, qui a droit à l'épanouissement, à l'autonomie, qui a droit de faire ses propres choix, etc. Ça change quand même fondamentalement le regard sur l'enfant, parce que c'est plus celui à qui on va imposer de reprendre la ferme familiale ou de faire que sais-je encore. Les parents, ils ne sont plus, parce que si on va lire la déclaration des droits de l'enfant, il y a les droits de l'enfant, mais il y a les devoirs aussi des parents. Et les devoirs des parents, en fait, c'est de mettre tout en œuvre pour que l'enfant s'épanouisse et devienne un bon citoyen. Et donc les parents, c'est plus ceux qui vont agir d'autorité en imposant des choses à l'enfant, c'est ceux qui sont quelque part instrumentalisés au service de l'épanouissement de l'enfant. Et ça, c'est très, très différent comme positionnement en tant que parent. C'est qu'on n'est plus là pour dire à l'enfant ce qu'il doit faire. On est là pour être à l'écoute de ce que l'enfant a envie de faire et de tout mettre en œuvre au niveau financier, encadrement émotionnel, etc., pour que l'enfant se réalise dans les meilleures conditions. Ça, c'est plus du tout le même job de parents qu'il y a quelques décennies. Et dans cette déclaration des droits de l'enfant, il y a un autre facteur qui est important, c'est que tous les États parties qui ont ratifié cette convention se sont engagés à deux choses. C'est que quand on lit cette convention, on se dit « Waouh, alors être parent, ça c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. » Du coup, les États parties se sont engagés à mettre des moyens, des services en œuvre pour soutenir la parentalité. Alors ça, très concrètement, c'est subsidier des crèches pour vous permettre d'aller travailler, c'est toutes les ASBL, tous les services qui vont encadrer les familles, les allocations familiales, enfin tout ce genre de choses. Mais ils se sont aussi engagés en fait à faire en sorte que quand des parents n'agissent pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, quand un enfant est en danger, alors l'État peut s'immiscer dans les familles et aller jusqu'à retirer l'enfant pour le protéger de parents qui sont malveillants. Et donc c'est une forme de monitoring de l'État. Avant, en fait, c'était le règne du pater familias. En fait, le père, il avait presque pendant très longtemps droit de vie et de mort en fait sur ses enfants. Et jusqu'à la génération de mes parents, en fait, les voisins n'allaient pas se mêler de ce qui se passait dans la famille d'à côté. Si le parent donnait une fessée, voilà, c'est que l'enfant n'avait pas été sage et c'était quelque chose qui restait. Chacun faisait sa vie en famille. Aujourd'hui, si votre enfant fait une chute dans l'escalier la veille d'aller à une visite médicale avec l'école, on ne va pas être à l'aise parce qu'en 2 temps 3 mouvements, voilà, les choses vont… Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle le monitoring social. C'est qu'en fait, on a toutes sortes de services en Belgique, par exemple le SAJ, le SPJ, qui vont en fait surveiller quelque part les familles et faire des signalements quand un enfant n'a pas l'air d'être encadré par des parents qui font bien leur job. Et ça, ce monitoring social, il ne faut pas être un parent maltraitant pour le sentir. Si vous voulez faire l'expérience, vous envoyez votre enfant pendant toute une semaine avec des tartines, avec une grosse couche de choco à l'école. Je vous assure que vous avez le risque d'avoir la stite sur le dos, le PMS, chez nous par exemple, parce qu'il y a une surveillance sociale. Voilà. Et donc, ce monitoring, ça induit du stress évidemment, parce que on a l'impression de devoir tout le temps montrer patte blanche, de bien faire son job comme parent. Et un dernier élément, à mon avis, qui explique aussi l'importance du burn-out parental aujourd'hui, c'est la montée des valeurs individualistes. Donc vous, moi, on a tous été élevés dans l'idée qu'on était un individu avec ses besoins, ses désirs, ses projets, et on nous a vendu qu'il fallait être à l'écoute de nos besoins, de nos désirs, de nos projets, et que quelque part, il fallait tracer sa route. Voilà. Alors ça, c'est très bien, sauf que le jour où on devient parent, en fait, les besoins des enfants vont passer devant nous parce qu'on va aussi nous dire, en fait, pour être un bon parent, il faut quand même d'abord être à l'écoute des besoins des enfants. Et ça va générer des injonctions contradictoires parce qu'il va falloir mettre ses propres besoins de côté pour pouvoir faire passer ceux des enfants. Et on est sans cesse en train de jongler entre les deux.
Donc, quand on est trop dans les besoins des enfants, on est frustré parce qu'on a l'impression de s'oublier et de souffrir. Et quand on est trop connecté aussi, on se culpabilise de rien faire pour ses enfants. Donc, on n'est jamais à l'aise. Et je discutais l'autre jour avec un papa qui faisait de la garde alternée parce qu'il était séparé. Il m'a dit, tu sais, ça, c'est la parentalité du 21e siècle. Une semaine, je suis à fond dans mes projets à moi, mon boulot, je vais courir, je fais mon sport, etc., sans arrière-pensée, parce que les enfants ne sont pas là. Et la semaine suivante, je suis un papa formidable, parce que je ne pense que à mes enfants, et je sais que la semaine suivante, je pourrai revenir à mes besoins. Et voilà, et ça, c'est parce qu'il y a une forme oui, de contradiction dans les pays qui sont très individualistes entre la disponibilité qu'on doit avoir vis-à-vis des enfants quand on veut être un bon parent, et en même temps, ces valeurs très individualistes dans lesquelles on est ancré et qui rendent très, très frustrant le fait, par exemple, de jamais trouver un quart d'heure pour soi. Et ça, beaucoup de parents, en fait, en consultation vont le dire. J'en ai ras-le-bol, j'ai jamais un quart d'heure pour moi. Et ça, évidemment, une maman au Cameroun, elle va jamais dire ça parce qu'elle a des valeurs qui sont collectivistes. Et pour elle, elle va jamais chercher à avoir un quart d'heure pour elle. C'est pas du tout ça, la façon dont elle a été enculturée, en fait. Donc, je pense que tous ces éléments-là mis ensemble fait que aujourd'hui, au XXIe siècle, oui, le burn-out parental, ça devient plus fréquent, donc on en parle. Ça devient quelque chose qui fait du sens pour beaucoup de monde, en fait. C'est ça, je trouve ça hyper intéressant d'en parler parce qu'il y a plein de parents qui ne savent pas, plein de mamans qui ne savent pas, donc elles savent dans quel état elles sont, mais elles ne savent pas mettre de mots dessus, et puis elles culpabilisent beaucoup d'être dans cet état. Elles s'en veulent, elles se jugent beaucoup. Oui, ça génère beaucoup de honte et de culpabilité parce que je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens consultent assez tard, c'est que il faut que les gens soient au bout du scotch pour arriver à pousser la porte d'un professionnel et dire moi, j'en peux plus d'être parent. Si je pouvais, je renverrais mes enfants d'où ils viennent. Je me mettrais en congé d'eux. Voilà. Et donc, c'est très, très difficile comme démarche. C'est ça, j'ai déjà reçu effectivement une maman, je me rappelle d'une maman qui est venue me voir en me disant j'ai donné une gifle à mon fils. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, il m'a mis en colère, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Est-ce que le problème vient de lui, vient de moi? Je ne sais plus en fait. Je ne sais plus d'où vient le problème. Donc, c'est vraiment ça. Là, pendant le confinement, est-ce que vous avez remarqué une augmentation de burn-out, justement? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait plus de mamans épuisées, de parents épuisés, même de manière générale, puisque ça concerne aussi les papas? Oui, ça concerne aussi les papas. Alors, on a fait une étude sur 1300 familles pendant le confinement pour essayer d'évaluer, en effet, parce qu'on a des idées de la prévalence du burn-out avant, quand il n'y a pas de confinement, et puis on voulait réévaluer la prévalence, mais aussi est-ce que les gens trouvent qu'ils sont plus épuisés. Et alors, on a pris toute une série de mesures sur, par exemple, depuis combien de temps les gens étaient confinés, est-ce qu'ils continuaient de travailler à l'extérieur, est-ce que le conjoint était confiné avec eux, est-ce qu'ils vivaient dans une maison avec un jardin, est-ce qu'ils avaient une baisse de leurs revenus, enfin bref, tout ce qui pourrait faire qu'ils vivent un confinement compliqué ou qu'ils vivent un confinement parfois de luxe, parce que moi je considère, voilà, ici, moi, le confinement avec les 5 enfants, oui, dans une maison 4 façades à la campagne avec un jardin, ça passe. J'aurais été confinée avec mes 5 enfants dans un appartement de 100 mètres carrés, je ne suis pas tout à fait sûre que j'aurais vécu le confinement de la même façon. Donc en fait, on a fait cette étude sur 1300 familles, et alors ce qu'on constate, c'est une forme de polarisation, en fait. Donc il y a une partie des familles, une trentaine de pourcents des familles, donc une famille sur 3, qui a bien profité du confinement. Alors pour eux, en fait, le confinement, ça a été une aubaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de courir partout pour les activités extrascolaires. Il y avait quand même moins le stress de l'école parce que les écoles ne pouvaient pas envoyer de la nouvelle matière. Donc voilà, et même certaines écoles ont envoyé en fait très peu de travail. Donc en tout cas, le rythme était moins important. Il fallait moins courir pour être à l'heure partout parce que voilà, la journée avait moins de rythme. Pour certains, le travail aussi s'est arrêté quelque part, donc ils ont récupéré du temps. Et dans ces familles-là, finalement, on a récupéré du temps et de la zénitude, j'ai envie de dire, pour passer du temps de qualité ensemble. Et donc, les gens ont pris plus le temps de manger avec leurs enfants, de jouer avec leurs enfants, de faire des choses qu'ils auraient voulu faire depuis très longtemps mais qu'ils n'ont pas fait. Je ne sais pas moi, jardiner avec eux, ou faire des parties de foot dans le jardin, ou aller juste se promener à la campagne et donc plus discuter aussi avec leurs enfants. Et finalement, se rendre compte que ce rythme effréné qu'ils ont toute l'année, en fait, c'est un truc de malade, quoi, et qu'ils ne sont pas épanouis là-dedans. Donc, en fait, voilà, toute une partie des gens ont profité du confinement pour revoir un peu leur manière de fonctionner avec les enfants. Et là, moi, j'ai vraiment en tête tous ces parents hélicoptères qui tournent dans tous les sens, voilà, et qui, pendant le confinement, en fait, oui, se sont recentrés un peu sur l'essentiel, juste prendre du plaisir à faire des choses simples, un jeu de société, manger ensemble, etc., sans courir à 4 activités par semaine, etc. Donc, voilà, il y a 30% des gens qui vont mieux en tant que parents grâce au confinement.
D'accord. Puis, de l'autre côté, il y a entre 20 et 30% des familles qui vont beaucoup moins bien. Donc, il y a une partie aussi des gens qui souffrent, qui ont beaucoup souffert du confinement. Et chez ceux-là, en fait, les symptômes de burn-out ont beaucoup flambé. Alors, qui sont ces familles? C'est très difficile à pointer parce qu'en fait, on a regardé toutes les caractéristiques du confinement et on s'est dit, est-ce qu'il y a des profils de gens qui ont mieux ou moins bien vécu le confinement? Ce qui est intéressant, c'est qu'aucune des variables qu'on a mesurées n'a d'effet, presque aucune. Donc, le fait d'avoir un jardin, d'être à la campagne, d'avoir eu un impact économique ou pas, enfin, que sais-je, pas beaucoup d'effets. Les seules petites variables qui avaient des effets, et l'effet n'était pas très, très, très grand, c'était quand on était confiné avec des enfants qui avaient eux-mêmes des soucis. Bien sûr, si vous avez un enfant avec des troubles du comportement, un handicap, etc., le confinement a été terrible. Donc, pour ces familles-là, une attention particulière. Et un autre facteur qui a plutôt été protecteur, c'est le fait d'avoir pu continuer à travailler chez soi, donc d'avoir été au télétravail. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, en fait, peut-être le télétravail, ça a compliqué la vie des gens, mais en fait, non. Ça a permis quand même aux parents de garder du temps pour faire des choses pour eux et de garder une connexion avec des collègues, par exemple, de garder des objectifs de vie, de rester un peu dans la vraie vie aussi et pas juste être 24 heures sur 24 avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les études, c'est que le travail, la sphère du travail protège du burn-out parental parce que ça permet en fait de garder des objectifs pour soi, de rester stimulé, de ne pas être juste focalisé en fait sur ses enfants. Ça a été vrai aussi pendant le confinement. Donc les gens qui ont pu faire du télétravail, ça les a protégés. Voilà. Mais alors le facteur déterminant, en fait, qu'est-ce qui a compté? C'est en fait comment les gens perçoivent le confinement. Donc tous les gens qui ont perçu le confinement comme dur pour leur parentalité, peu importe les raisons, les conditions dans lesquelles ils étaient en confinement, c'est vraiment une lecture subjective de est-ce que ce confinement complique ma parentalité? Et ça, c'est vraiment ce qui impacte le fait qu'on va éprouver en fait ces symptômes de burn-out. C'est est-ce que je pense que ce confinement complique mon rôle parental? Si je pense que oui, alors ça amène. Et ça montre bien que le burn-out parental, c'est un trouble psychologique en fait. Ce n'est pas c'est pas lié à des catégories de personnes. Tout le monde peut tomber en burn-out parental. Il n'y a aucune raison de stigmatiser les familles monoparentales, de stigmatiser les familles précarisées, de stigmatiser les femmes, de stigmatiser pas du tout. C'est vraiment un trouble d'ordre psychologique. C'est une façon en fait de poser un regard sur sa parentalité. Donc c'est vraiment ça. Et donc quand on traite le burn-out parental, c'est ça qu'on va venir travailler. C'est pas la monoparentalité où il va falloir trouver du support. En fait, on fait pas un travail d'assistante sociale. C'est vraiment l'idée comment je vis ma parentalité, quel sens je lui donne, quel est mon investissement, à quel point je veux être perfectionniste, par exemple, quels sont les standards, etc. C'est vraiment ça, en fait, c'est toutes ces variables psychologiques qui ont un impact sur le burn-out parental, mais il n'y a pas de groupe spécifique à risque et certainement pas lieu de stigmatiser, par exemple, les familles monoparentales ou les familles qui ont des enfants avec des difficultés, parce que c'est pas vrai, en fait, il y a des catégories de personnes, et ça, on l'a vu aussi dans le confinement. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, perfectionniste, ne va pas nécessairement être en burn-out, enfin tomber en burn-out ou Non, parce que le burn-out, c'est le résultat, alors on peut le voir comme une balance. Hein. Le burn-out, c'est le résultat de trop de stress pendant trop longtemps avec pas assez de ressources pour y faire face. Donc, si vous imaginez une balance, voilà, en tant que parent, vous allez faire face à une série de stresseurs. Alors, ces stresseurs, ils sont multiples, hein, parce que quand on est parent, c'est effectivement des stresseurs sociodémographiques. Par exemple, si vous n'avez pas assez de sous pour élever vos enfants, c'est sûr que c'est un stresseur. Si vous avez un enfant avec un handicap, c'est sûr que c'est un stresseur. Si vous avez des conflits avec votre conjoint à propos de l'éducation des enfants, c'est un stresseur. Je ne sais pas, si vous-même, vous n'avez pas des bonnes compétences émotionnelles et que vous ne gérez pas le stress, c'est un stresseur. Si vous êtes perfectionniste, c'est un stresseur, voilà. Mais exact. Mais ce que vous avez dans votre balance comme stress, comme stresseur, c'est pas les mêmes que les miens. Chacun, voilà. Mais chacun en a. Ça me paraît évident. Mais vous et moi, on a aussi de l'autre côté toute une série de ressources qui nous permettent de faire face à ces stresseurs. Et tant que cette balance, elle va être en équilibre ou en faveur des ressources, on va jamais tomber en burn-out. Ce qui va amener le burn-out, c'est quand il y a trop de stress, trop longtemps, ou il n'y a plus de ressources pour y faire face. À un moment donné, ce déséquilibre, il va causer un stress chronique et ça va déboucher sur du burn-out. C'est exactement le même phénomène dans le burn-out professionnel. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a jamais un seul stresseur tout seul qui va engendrer le burn-out. Donc, ce n'est pas parce qu'on est perfectionniste qu'on est en burn-out. C'est ça parmi d'autres choses. Voilà. Et le perfectionnisme, il peut parfaitement être compensé par d'autres choses. Voilà. Par exemple, si vous avez des bonnes compétences émotionnelles, si vous êtes perfectionniste,
ok, vous vous mettez des standards élevés, mais quand vous avez de la frustration, voilà, vous la régulez tellement bien qu'en fait, ça ne va jamais vous entraîner dans une spirale infernale, quoi. Donc, voilà, il y a plein de ressources qui vont venir compenser des stresseurs. Et donc, tant que cette balance, elle tient en équilibre, ça ne posera jamais de problème. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est que chaque burn-out a son histoire. Les stresseurs et les ressources, ils sont personnels à chacun. Ce qu'il y a dans votre balance, ce n'est pas la même chose qu'il y a dans la mienne. Mais par contre, le mécanisme, il est toujours le même. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le burn-out, c'est toujours le résultat d'une accumulation de beaucoup de stresseurs différents et de l'absence de beaucoup de ressources différentes, mais jamais une seule cause. Ok, d'accord. Ok, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus clair la façon dont vous l'expliquez. C'est pas un type de personnalité. Enfin, si, Non. ça peut être un type de personnalité, mais avec des éléments en fait très Oui, personnels, très subjectifs, quoi. exact. C'est pour ça qu'on parle de facteur de risque, en fait. Mm. Perfectionniste, c'est un facteur de risque, mais c'est pas une cause. C'est très différent. C'est ça. C'est très éclairant en fait la façon dont vous en parlez. Ok. Et du coup, comment fait-on pour s'en sortir si, si quelqu'un se trouve dans cette situation? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place en fait? Oui, alors ça dépend un peu au stade où vous en êtes. Si on est encore dans un stade où on n'est pas complètement dans le burn-out, on peut déjà faire pas mal de choses par soi-même. On peut s'aider soi-même parce qu'on a encore des ressources en fait à déployer et on a encore suffisamment de recul sur sa situation pour pouvoir mettre quelque chose en place. Donc si on se souvient de cette petite histoire de balance, l'idée c'est vraiment de se dire qu'est-ce que moi j'ai dans ma balance en fait? Qu'est-ce qui me stresse avec mes enfants? Qu'est-ce qui est source de stress? Et qu'est-ce qui me permet de me ressourcer? Qu'est-ce qui me coûte et qu'est-ce qui me ressource? Alors, un petit exercice qu'on peut faire, qu'on propose souvent aux gens, c'est on prend une semaine, lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche, et on fait une colonne, voilà, tous les jours de la semaine, qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui me prend une énergie d'en faire? Et qu'est-ce qui m'a ressourcé lundi, mardi, mercredi, jeudi? Et on fait l'effort une semaine ou deux de remplir ce tableau. Et on se rend compte, par exemple, que oui, les devoirs avec les enfants, faire les trajets pour les conduire à la piscine, enfin, je sais pas, on va mettre toutes sortes de bazar. Le fait de vouloir absolument chercher des légumes frais bio à 30 km de chez moi tous les jours parce que je veux absolument qu'ils aient leur repas, blabla. Peut-être le linge, peut-être les conflits avec le conjoint, peut-être les engueulades avec l'ado qui, je ne sais pas, demande à sortir. Enfin voilà, je sais pas. On va mettre tout. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme ressources de l'autre côté? Et on va peut-être se rendre compte en fait qu'il y a des régularités, des choses qui coûtent de trop, clairement, et puis pas assez de ressources. Et là, on sent ce phénomène de balance de se dire, OK, je vois bien en fait que je suis sur la pente glissante et que si je fais rien, à un moment donné, ce déséquilibre, il devient chronique et je risque de tomber en burn-out. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On se dit, comment est-ce qu'on peut alléger le stress et comment est-ce qu'on peut renforcer les ressources? Alors, alléger le stress, il y a deux manières de faire. Parfois, il y a des stresseurs qu'on peut simplement virer de sa balance. Je prends un exemple qui est un peu simple, hein, mais c'est pour caricaturer. Imaginez par exemple que vous avez 3 enfants. Quand le premier est né, vous vous êtes dit oh, moi je veux tout donner, je veux que cet enfant soit épanoui, etc. Et comme tout bon parent, on pense que son enfant il est plein d'aptitudes. Donc on s'est dit c'est quand même bête parce que peut-être il a des aptitudes genre à la Usain Bolt, il faut qu'il fasse du sport. Mais si ça se trouve, il est très bon musicien. Et donc je vais aussi l'inscrire à l'académie. Et puis il faut qu'il se socialise, donc il va au mouvement de jeunesse. Et donc le voilà avec 3 activités semaine. Il y a un deuxième qui naît et vous n'allez pas l'aimer moins. Donc, si le premier a eu droit à 3 activités, le deuxième, vous allez aussi lui proposer, et puis un troisième naît, ainsi de suite. Et progressivement, en fait, vous vous retrouvez avec 9 activités semaine à assurer. Et vous avez gardé l'habitude de vouloir en plus bien nourrir vos enfants. Donc, pendant qu'ils sont à l'académie, en hiver, vous attendez dans votre voiture. Parfois, vous faites vite le trajet jusqu'au magasin pour avoir les légumes frais. Quand vous rentrez, il est presque 8 heures du soir. Il faut encore faire leur repas. Les gosses n'ont pas fait leurs devoirs. Et voilà, tout le monde mange dans l'énervement suprême à 21h30, tout le monde est crevé, il manque des heures, enfin bref, vous imaginez le truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, eh bien on peut se dire, c'est pas raisonnable en fait, 9 activités semaine. On peut pas avoir ce fameux temps de qualité où on mange par plaisir ensemble, en fait c'est impossible, voilà. Donc, ok, avec 3 enfants, une activité chacun par semaine, est-ce que je peux lâcher là-dessus en fait? Et est-ce que je me sens capable d'expliquer à mes enfants que c'est un bon calcul en fait? Que chacun a droit à son activité dans un rayon de maximum 5 km, de sorte que pendant qu'ils y sont, je peux rentrer chez moi et anticiper la préparation du repas. Ou est-ce que je me sens un parent castrateur si je fais ça? Ça, c'est tout le vécu qu'on peut avoir. Donc, ce que moi, je vais être capable de lâcher, c'est pas ce que quelqu'un d'autre va être capable de lâcher. Mais c'est ça l'idée de se dire, dans tous les stresseurs dont j'ai pris conscience, qu'est-ce que je peux lâcher, progressivement en tout cas, en donnant du sens et en me persuadant qu'en lâchant ça, je mets quelque chose en place qui est bon
comme dans l'histoire du confinement, si je lâche les activités extrascolaires, en fait, derrière, je gagne du temps de qualité avec mes enfants. On est à table ensemble sans être énervé, on peut se parler. Finalement, on y gagne tous. On y gagne peut-être plus que ce qu'on gagne en allant à l'académie. Donc, c'est tout ce travail, en fait, de lâcher des stresseurs qui ne sont pas nécessaires dans la balance. Après, il y a des stresseurs qu'on ne va jamais pouvoir enlever parce qu'on ne peut rien faire. Imaginez que vous avez un enfant avec des gros troubles d'apprentissage, qui a des grosses difficultés scolaires. Bon, c'est un stresseur énorme. Vous vous bagarrez avec lui tous les jours pour les devoirs. On ne peut pas retirer le stresseur, mais on peut se dire comment je peux faire pour limiter l'impact du stress. Est-ce que je suis capable, par exemple, de déléguer les devoirs avec cet enfant-là à quelqu'un d'autre une fois, 2 fois sur la semaine? Ça peut être le conjoint, ça peut être un voisin qui était professeur et qui est à la retraite, ça peut être une école de devoirs, ça peut être m'arranger avec l'instit pour limiter par exemple le temps des devoirs à 3/4 d'heure et se dire après de toute façon tant pis, ce qui n'est pas fait est pas fait. Voilà, donc limiter l'impact du stress. Et une autre piste, c'est comment j'augmente les ressources. Comment je vais aller mettre des ressources supplémentaires? Alors, une chose d'abord, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai comme ressources à ma disposition que je n'exploite pas assez. Beaucoup de parents, par exemple, vont me dire « Ah, mais mon conjoint, il est super. » Mais je ne lui demande jamais rien. Voilà. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je suis perfectionniste, je pars du principe que si c'est fait par quelqu'un d'autre, ça va être moins bien fait. Et donc, quand mon mari, par exemple, habille les enfants, je trouve qu'il ne regarde pas du tout à l'accord des couleurs. Donc, ça me fait chier, donc je le fais moi-même. Ok, ça veut dire que vous avez des ressources à votre disposition, mais vous ne les utilisez pas. Parfois, vos enfants sont super, mais vous ne leur demandez jamais de rendre service ou de faire tourner les machines ou que sais-je, parce que vous avez l'impression que ce serait comme les mettre dans un rôle qui n'est pas le leur, comme si vous leur refiliez votre boulot, par exemple, et ça vous culpabilise. Ok, tout ça, c'est ça, hein, la perception de la parentalité, ça se joue dans la tête, en fait. Mais donc, c'est mieux utiliser les ressources dont on dispose déjà et qu'on n'exploite pas assez, donc déléguer, par exemple. Mais c'est aussi aller chercher des nouvelles ressources. Voilà, être inventif sur comment je peux ajouter des ressources, me donner le droit d'ajouter des ressources. Et je vais vous donner un exemple. On fait ce genre de brainstorming dans les groupes de parents qu'on anime. Et un papa avait dit, moi, ce qui me manque beaucoup, c'est qu'avant d'avoir des enfants, on adorait avec ma femme faire des petits week-ends 1 fois, 2 fois par an. Et ça, on ne peut plus parce que nos parents sont âgés, ne peuvent pas garder nos 3 enfants. Et que, voilà, donc ça fait des années, on n'a plus fait ça. Mais ça, c'était une ressource qui était importante pour moi. Alors, ils ont brainstormé dans le groupe et alors finalement, l'idée qui est sortie était la suivante, c'était que le papa, il a créé un groupe Facebook avec les enfants des classes de ses enfants. Et la condition pour rentrer dans le groupe Facebook, c'est que tu t'engages 1 fois sur l'année scolaire à accueillir les enfants d'une autre famille du vendredi soir au dimanche midi et quelqu'un d'autre dans le groupe accueillera tes enfants 1 fois par an pendant l'année scolaire du vendredi soir au dimanche midi. Et le papa nous a dit, eh bien, j'ai gagné 2 week-ends de qualité par an, le week-end où je pars avec ma femme, bien sûr, mais le week-end aussi où on accueille les enfants d'une autre famille parce que l'ambiance est complètement différente à la maison. On en profite pour planifier avec nos enfants et les autres enfants des activités qu'on ne fait jamais, visites à gauche et à droite, excursions, etc. Ou jeux de société quand c'est l'hiver, etc. Et alors, il m'a dit, ça c'est vraiment super et je ne me sens pas redevable parce que c'est un système de win-win. Voilà, donc voilà comment on peut ajouter des ressources qui ne coûtent rien en se disant, ok, on est dans une société individualiste, mais il n'empêche que si nous mettons toutes nos individualités ensemble, il y a peut-être moyen de faire un truc qui soit respectueux de chacun, où on n'a pas l'impression de dépendre des autres. Donc voilà un peu comment on peut soi-même s'aider. Alors parfois ça marche quand on n'est pas encore complètement au bout du scotch, on peut déjà initier pas mal de choses par soi-même, mais parfois on est trop loin dans le processus et là il faut alors l'aide d'un professionnel qui soit suffisamment bien informé de ce que c'est que le burn-out parental et qui peut faire ce même travail mais encadré et surtout accompagner les processus psychologiques dont on parlait qui sont derrière, qui amènent en fait à envisager sa parentalité un peu sous un autre angle en fait. C'est ça, de modifier un peu les croyances que l'on peut avoir finalement sur sa propre parentalité et faire une sorte de deuil aussi de son histoire et d'un tas de choses. Hein. C'est ça, oui. Ok, super, tout ça c'était super intéressant. Moi je suis ravie, je suis ravie d'avoir entendu tout ça. Qu'est-ce que vous proposez actuellement concrètement pour les parents, les mamans? Est-ce que vous proposez quelque chose? Oui, alors ce que je veux juste, si vous me permettez, juste ajouter que ce n'est pas un truc de mère. Hein. On est bien d'accord. Hein. Les papas sont tout aussi à risque de tomber en burn-out, surtout s'ils sont très investis dans leur parentalité. Donc il y a un peu plus de mères, mais simplement parce que les mères, de manière générale, elles portent encore 70% de l'éducation et des soins des enfants. Mais
à investissement égal, les pères sont tout aussi à risque de tomber en burn-out. Hein. Donc ça, c'est très important. Donc on reçoit des papas aussi en consultation. Vous en avez parlé aussi, c'est voilà. vrai. Donc ce que nous, on propose, alors il y a d'abord tout le versant recherche. Donc on essaye de continuer à éclairer le phénomène parce que, comme vous disiez, voilà, c'est aussi en comprenant bien ce qui se passe qu'on peut bien aider les gens. En fait, c'est en avançant dans la recherche, en répondant à nos questions, enfin, voilà, aux questions qu'on se pose, qu'on peut avancer. Donc ça, c'est une chose. Après, ce qu'on propose, c'est un accompagnement qui se fait souvent. Alors, on peut le faire en individuel, mais on le fait souvent aussi en groupe. Donc, on crée des groupes avec 8-10 parents. Et là, prochainement, on va créer des groupes où, en fait, on va prendre le conjoint avec, parce que le conjoint, il souffre beaucoup de la situation. Et on s'est rendu compte que traiter le parent tout seul, ça marche, mais ça a ses limites. Parce que le conjoint, il a beaucoup encaissé avant et il encaisse aussi beaucoup, beaucoup pendant la phase de burn-out et pendant l'après. Et donc, accompagner en fait le système familial, c'est très important. De même qu'accompagner aussi les enfants des fois, parce que le burn-out, il va amener le parent à augmenter ses actes de négligence et de violence à l'égard des enfants, par exemple de la violence verbale. Donc, quand on est à bout, on va pouvoir, par exemple, dire à ses enfants, ce serait tellement facile si tu n'étais pas là. Ou à réfléchir, en fait, j'aurais pas d'enfant. Donc, les enfants, ils entendent des choses qui sont quand même très dures, en fait. Et les parents se culpabilisent d'avoir dit des choses comme ça et disent, bon, un jour, il va me le reprocher, etc. Non. Il faut aller jusqu'au bout, donc accompagner le parent en burn-out, mais aussi le reste de la famille. Donc, c'est un accompagnement qui se fait à la fois en individuel, mais aussi avec un côté un peu systémique. Et alors, les groupes de parents, ils ont ceci de fabuleux, c'est que ça aide tout de suite, d'une part, à normaliser le phénomène. Les gens pensent qu'ils sont les seuls mauvais parents de la Terre, mais en fait, allez, là, j'en rencontre 10 qui ont l'air quand même d'être des gens bien. Voilà, bon, ça lève vraiment, enfin, ça normalise le phénomène. Ça arrive, en fait, de tomber en burn-out. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un d'horrible, en fait. Voilà, ça c'est très important. Alors, on peut arriver à cette même conclusion en individuel avec le professionnel, mais ça met beaucoup plus de temps. C'est tellement plus efficace, en fait, quand on peut le faire en groupe. Et aussi, ça lève beaucoup de culpabilité. Et ça permet, comme je disais avec l'exemple du papa qui a trouvé cette solution sur Facebook, ça permet en fait qu'il y ait des échanges d'idées entre les gens. Et bien sûr, moi, je peux dire quelque chose en tant que thérapeute, ça c'est une chose, mais il n'y a rien de tel que quand c'est un parent qui vit aussi une situation difficile, qui lance des idées, et ça me donne des idées en tant que parent, et alors c'est très nourrissant en fait. Voilà. Donc c'est ça qu'on propose, c'est en fait des accompagnements en individuel, mais surtout en groupe. Et là, bientôt, des accompagnements plutôt type familiaux, systémiques, de façon à bien aussi prendre en considération donc, la souffrance du conjoint et parfois la souffrance des enfants. D'accord. Donc, une manière un peu plus globale d'accompagner les personnes. Ok. Effectivement, ça ne touche pas que la personne, ça touche l'ensemble du système familial. Est-ce que vous avez un dernier conseil, je ne sais pas, à donner aux parents qui s'épuisent? Alors moi, je dirais, le conseil, c'est si vous sentez de l'épuisement, parce que c'est le premier signe, et ça, c'est ce qui permet de faire de la prévention et de ne pas attendre de tomber dans le trou, c'est de savoir qu'en fait, il y a un décours et que le premier signe qui va se pointer, c'est ça, c'est l'épuisement. Après, une fois qu'on commence à se distancier de ses enfants et tout, le processus est en route. Et quand on est dans la phase d'épuisement, on a encore des ressources pour s'en rendre compte. Ce qu'il y a, c'est que souvent, comme c'est un peu un mal honteux, on ne va pas le dire, on va faire bonne figure, on va essayer de masquer, etc. Mon conseil serait de dire, si vous êtes dans une phase comme ça, n'attendez pas pour avoir du soutien, vous faire aider, voilà, même auprès d'un professionnel, mais l'accompagnement va être plus simple, plus light, parce qu'on n'est pas si loin dans le processus. Pour deux raisons. D'abord parce que ça vous évite de tomber complètement dans la phase de burn-out. Et ça évite aussi, parce que quand on est dans la phase de burn-out, dès que la distanciation avec les enfants arrive, c'est là que les risques de négligence et de violence à l'égard des enfants deviennent plus importants. Et donc, ça évite de tomber dans cette phase où on va se mettre à pousser des hurlements hystériques sur ses enfants, etc. Et donc, ça évite toute cette phase de culpabilité, etc., qui est très, très compliquée à vivre après. Oui, et ça rend l'accompagnement beaucoup plus simple, en fait, pour le professionnel, si on arrive à choper le parent avant qu'il soit complètement dans cette phase-là. Donc, mon conseil, c'est, ça arrive, en fait, voilà, d'être épuisé en tant que parent. Et si on peut repérer cet épuisement, ben, c'est demander le soutien avant de tomber complètement dans la phase de distanciation et dans cette phase où on est tellement saturé, tellement en contraste vis-à-vis de soi, qu'il y a tout un travail d'abord à faire pour sortir de là avant de pouvoir récupérer, quoi. C'est ça, prendre les choses en amont avant de oui, tout à fait. Effectivement, ça me fait du coup enchaîner sur le fait que moi j'accompagne effectivement. Alors, j'ai plus parlé de femmes parce que
mon envie à moi, et c'est pas non plus de dire que les hommes ne sont pas touchés, mais j'accompagne les femmes parce que je suis touchée, parce que moi aussi j'ai été touchée par ça, parce que je suis maman, parce que je suis aussi professionnelle. J'accompagne les femmes dans cette idée de passer de l'épuisement à l'épanouissement. Alors, tout type de femme, c'est pas forcément l'épuisement parental, mais en tous les cas, j'en rencontre tellement que je pense que pour moi, c'est un accompagnement qui a beaucoup de sens de pouvoir les accompagner sur plusieurs mois, permettre justement de sortir de cet épuisement, de mieux comprendre en tous les cas et trouver une manière d'être plus sereine en tous les cas et de retrouver des ressources là quand justement on ne trouve pas toute seule. C'est ce que je propose aussi de manière individuelle, pour le coup. Donc, en tous les cas, ça a été super chouette. Moi, je mettrai des liens si besoin, si les gens, les parents ont envie de vous trouver. Je mettrai les liens sous la vidéo pour aller voir un petit peu ce que vous faites. Vous pouvez aussi mettre le lien sur notre site internet www.burnoutparental.com. Et là, il y a des ressources pour les parents, pour les professionnels, pour les chercheurs. Voilà, et notamment un test en ligne qui permet de savoir où on en est, qui vous donne un petit feedback gratuitement, rapidement sur OK, est-ce que je suis à risque, pas à risque, qui permet aussi de faire ce petit test de la balance. Qu'est-ce que j'ai dans ma balance en termes de risque et de ressources? Tout ça, c'est gratuit, c'est accessible sur le site. Et vous trouverez aussi des ressources en termes de qu'est-ce qui existe comme ouvrage. Souvent, on renseigne les prochaines conférences qu'on donne en France, en Suisse, en Belgique. Bon, là, avec le confinement, il n'y en a pas beaucoup, mais, parce qu'elles ont toutes été annulées. Mais voilà, donc ça permet aussi, selon qu'on préfère lire ou qu'on préfère avoir plutôt une conférence, il y a des conseils sur les accompagnements. Et ce qu'on trouve aussi, c'est un référencement de tous les professionnels qui sont formés, que nous avons formés. Et où ils se trouvent, où ils consultent, ça permet, si je cherche un médecin qui est sensibilisé à la question, si je cherche une sage-femme qui est sensibilisée à la question, si je cherche un psychologue sensibilisé à la question, on peut en fait facilement regarder par rapport au code postal, est-ce qu'il y en a un près de chez moi. Ça permet aussi aux professionnels qui veulent travailler en réseau en fait, de savoir est-ce que près de chez moi, j'ai des gens qui sont formés. Et voilà, nos formations ont démarré il y a un peu plus d'1 an, 2 ans maintenant. Et donc, on commence à avoir un nombre assez significatif en fait, de gens qui sont formés, parce qu'on a une formation en ligne, donc ça permet aussi que les gens se forment où qu'ils soient, sans attendre qu'il y ait des formations dans leur région. Et ça, je trouve que c'est important en fait, de consulter des personnes qui ont une bonne connaissance de ce que c'est et qui ne travaillent pas à partir de ce qu'ils croient être vrai dans le burn-out parental, parce qu'il y a des tas de fausses croyances. On parlait tout à l'heure du fait de se dire si on est de famille monoparentale, on est particulièrement à risque. En fait, ce n'est pas vrai. Voilà, donc c'est très important en fait, de travailler avec des personnes qui sont outillées et qui ont une bonne connaissance du sujet, quoi. C'est ça, effectivement. Donc, effectivement, je mettrai le lien sous la vidéo pour si vous êtes curieux et voilà, si vous avez envie de savoir où vous en êtes dans votre épuisement, s'il y a épuisement. Voilà. Merci Isabelle, en tous les cas, c'était super intéressant. Avec plaisir. Je suis ravie. Je vous dis à bientôt. À bientôt.